Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien au programme analyse technique, backtest, les news de la journée et je vous retrouve de l'autre côté. Alors effectivement, nouvelle séance de consolidation aujourd'hui avec 1,65% abandonné par le CAC 40. Ça a été bien pire pendant la journée puisqu'au pire de la séance, on a perdu jusqu'à 3,5%. Le rebond a été franc et massif. La raison de cette déculottée est à chercher du côté de nouvelles statistiques assez horribles. Je vous passe le détail, mais l'activité au ralenti des deux côtés de l'Atlantique. On remarque d'ailleurs que la destruction d'emplois, le chômage ne cesse pas véritablement aux États-Unis avec les dernières statistiques qui montrent à nouveau 3 millions de chômeurs en plus en une semaine. Ça fait 35 millions de chômeurs depuis le début de la crise Covid-19, on a un taux de chômage de 20% aux États-Unis. Forcément, quand on passe du plein emploi à 20%, ça fait bizarre. Mais pourtant, les indices américains se tiennent mieux que les indices européens pour l'instant. Le taux de chômage actuellement, tel qu'il a été relevé aujourd'hui pour la France, est en dessous de 8%. Forte augmentation, mais voilà, 20% aux États-Unis. Il faut vraiment réaliser ce que ça veut dire. Une personne sur 5, clairement, c'est horrible. Et en tout cas, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, l'accélération de la baisse a eu lieu. Alors, la première chose, mea culpa, j'ai oublié de le signaler, ça a été signalé par des tradosoriens beaucoup plus vigilants que moi. J'avais oublié de signaler hier que les 4424, 4453 avaient fait l'objet d'un gap. Ok, et ce gap permettait en fait de fixer un objectif selon la règle du gap de continuation, c'est-à-dire qu'on prenait le chemin parcouru avant le gap, on le reporte de l'autre côté. Ça vous donnait un objectif qui a été rallié et de la même manière, sur la séance d'aujourd'hui, si on prenait la distance qui avait été parcourue avant le gap et qu'on reportait ça par-delà le gap, ça vous donnait également un objectif qui pouvait être établi. Bon, c'est un peu plus compliqué sur la séance de jeudi, puisque le gap a été formé, on pouvait pas parier sur le fait qu'il existerait encore à la fin de la séance, mais bon, globalement, vous voyez que quand vous avez un gap qui est établi comme ça, vous pouvez appliquer la règle du gap de continuation pour déterminer des objectifs. Ok. Alors, vous remarquerez également que le support mineur des 4320, 4350 a été cassé. Il a failli faire illusion lorsque l'on a rebondi dessus en séance le mercredi 13 mai, mais la séance du jour l'a emporté avec. Il faut donc remarquer également que ce support mineur donc change de polarité, il devient résistance. Et nous évoluons donc tout droit vers un nouveau support, le support mineur des 4143, 4154 correspondant au plus bas du vendredi 3 avril avec ce sommet, avec ce cran en pince qu'on avait à l'époque signalé. Alors on a également la possibilité de suivre les fameuses épaules tête-épaule et cassure du canal qu'on avait déjà signalé. On va commencer par le plus simple, c'est la vague de Wolf. Alors la vague de Wolf, on l'a tracée comme ça. Et j'avais expliqué, je vous invite à regarder les vidéos précédentes parce que ça va être trop long, que l'objectif numéro 1, c'était d'aller chercher le niveau 4, ici le fameux niveau 4 qui n'avait pas été touché lors de l'attaque baissière du 4 mai et dont on pouvait s'étonner et qui finalement a été rallié sur la séance d'aujourd'hui, conformément au backtest qu'on avait établi à l'époque. Il existe un deuxième objectif que je ne vais pas chercher, c'est le ralliement du point 6, c'est-à-dire un ralliement de la demi-droite 1,4 comme ça. Je le tente pas parce que je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais certains le feront. Si vous décidez de le rallier, le problème, de parier sur son ralliement, il faut faire attention parce que il faudrait mettre un stop loss logique. Clairement, si votre objectif demain serait d'entrer pour aller chercher un contact avec la ligne 1,46, c'est fuyant, donc c'est difficile d'établir un objectif, mais on va dire, allez, grosso modo, si on parie qu'on va faire du 8%, du 8,5%, en espérant que le contact ait lieu à cet endroit.
il faut un stop loss qui soit pas supérieur à 8%. Si on le met au-dessus du précédent sommet ici, 7%, bon ça tient à peu près, on a un ratio gain-risque supérieur à 1, mais le problème, et je l'ai déjà dit, c'est que le point 6 n'est pas rallié selon mes statistiques dans plus de 40% des cas je crois, hein. Donc c'est un trade qui est moyen. Plus intéressant, on avait également l'épaule tête épaule qu'on avait dessiné comme ça, épaule tête épaule, et ceux qui ont tenté ce trade, alors attendez, je vais enlever la vague de Wolf du coup. Ceux qui ont tenté ce trade là avec pour premier objectif d'aller chercher la hauteur de l'épaule reportée en dessous de la ligne de cassure de cette manière là, vous voyez. On n'avait pas backtesté, mais enfin bon, on en avait suffisamment parlé. Vous voyez, ça c'est le premier objectif, la hauteur de l'épaule reportée en dessous de la ligne de cou. L'objectif a été rallié. Ok. Alors maintenant, il y a une deuxième façon de tracer l'objectif, c'est de prendre la tête reportée en dessous de la ligne de cou. Ça vous donnerait pour objectif d'aller chercher les 4031. Alors si vous voulez trader ça, le problème c'est que bon, à partir de maintenant, vous avez un objectif qui est de faire 5,5%. Donc, il ne faudrait pas que le stop loss soit supérieur à 5,5. Bon, il faut en tout cas le mettre au-dessus de la ligne de coup. Si on le met à peu près ici, bon, ça se tient. On a un ratio gain-risque supérieur. Je vous invite à backtester. En tout cas, le trade de l'épaule a été un succès pour ceux qui l'ont entrepris. Alors, j'ai reçu des mails me demandant, mais pourquoi tu as coupé ta position lorsque tu as touché ton objectif hier? Pourquoi tu n'as pas laissé courir pour l'épaule tête épaule? Pour deux raisons. La première, c'est parce que j'avais un trade en tête et quand je fais un trade, généralement, je bouge pas mes stops ni mes objectifs, à moins que j'ai loupé quelque chose. Mais là, j'avais pas loupé quoi que ce soit, hein, c'était mon plan. Et puis parce que ça m'aurait obligé à viser un objectif qui était par-delà le support devenu résistance. Et moi, je trade, ma façon de faire, c'est de jamais, quasiment jamais, parier sur le cassure d'une support ou d'une résistance horizontale. Donc voilà pourquoi je l'ai pas fait. J'avais un plan, je m'y suis tenu, c'est tout. Et du coup, effectivement, ça nous amène au troisième objectif baissier, donné par la cassure du canal orange. Voilà la hauteur du canal orange. Normalement, vous le savez, on a backtesté hier. Ça nous donne un objectif qui est d'aller chercher... moi, je fais n'importe quoi. Un objectif qui est d'aller chercher un contact avec le canal orange. Bon, c'est pas fait, hein. Ça peut descendre jusqu'à là, ça peut aussi latéraliser jusqu'à là, on sait pas, mais en tout cas, là c'est un peu tard pour rentrer, hein. Il fallait rentrer avant, hein, puisque là si vous visez un objectif, mettons à 2,5% votre stop loss, on peut éventuellement le mettre au-dessus de la résistance mineure. Ok, mais généralement on le met en cas de réintégration du canal, hein. Tout ça c'est expliqué dans mon pack tout trado. Vous remarquerez également que la baisse du jour a pris fin sur le gap des 4212-4270, hein, qui a donc été rebouché et que je vais donc enlever. En plus on y verra plus clair, c'est beaucoup mieux. Voilà, le chandelier japonais du jour, il est pas mauvais, hein, puisque comme vous pouvez le remarquer, il est pas si mauvais que ça parce que vous pouvez le voir, on termine dans la moitié haussière, voire même dans le tiers neutre, voire même moitié haussière. Donc c'est plutôt encourageant avec une longue messe basse. C'est plutôt encourageant, c'est beaucoup plus intéressant et encourageant et enthousiasmant que le chandelier de la veille qui terminait dans le tiers baissier et qui laissait augurer une séance difficile aujourd'hui. Ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques. On va commencer par la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours et les bandes de Bollinger. Voilà, alors la première chose à remarquer, c'est que la tendance, elle est donnée par les moyennes mobiles 7 et 20 qui sont baissières avec un croisement qu'il y a eu là et qui explique que la tendance soit baissière. En fait, aujourd'hui, vous remarquerez surtout, c'est ça qui m'intéresse, c'est que on vient de clôturer en dessous de la Bollinger inférieure. Ça s'appelle un T1. Un T1, ça signifie qu'on clôture en dessous de la Bollinger inférieure ou au-dessus de la Bollinger supérieure dans un contexte où la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend. Et selon les statistiques, normalement, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2. Alors, j'ai backtesté ça aujourd'hui. Je vous avouerai que ça va pas arranger mes statistiques puisque, bon, voilà, on va regarder ensemble. Vous voyez ici, on a fait un T1, mais on n'a pas fait de T2. On a clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure qui montait, avec la Bollinger inférieure qui descendait. Donc, il y avait bien un écartement. Et par contre, il n'y a pas eu de T2. On a clôturé à l'intérieur des bandes de Bollinger.
Là, ça n'a pas fonctionné du tout. Vous voyez, on a fait un T1, mais le T2 n'a pas eu lieu. Là, on a fait un T1 et le T2 n'a pas eu lieu. On a clôturé à l'intérieur des bandes de Bollinger. Là, ça a fonctionné. Ok, on a fait un T1 puis un T2. Là, on a fait également un T1, puis un T2, puis un T3, puis un T4, puis un T5. Ça a bien fonctionné. Là, ça n'a pas fonctionné. T1, pas de T2. T1, ah bah si, celui-là, il a fonctionné. C'est un pouce vert. Ok, bon, ça ne changera pas grand-chose. Là, ça a fonctionné. T1, T2. Là, ça a fonctionné, T1, T2. Là, ça a fonctionné, T1. Ça se joue sur, enfin, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais il y a bien T1, T2. Là, ça a fonctionné, T1, T2, T3. Là, ça n'a pas fonctionné. Là, ça a fonctionné, T1, T2, T3. Là, ça n'a pas fonctionné. Ok, si, là, ça a fonctionné, T1, T2, mais ça fonctionnait pas, ça rentrait pas dans le cadre de mon backtest parce que les deux Bollinger ne divergeaient pas avec l'une qui montait, l'autre qui descend. Là, ça n'a pas fonctionné. Bon, bref, je l'ai fait 24 fois. Et selon mes statistiques, sur ce backtest qui n'a aucune validité, aucune scientifique, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'échantillons, mais encore une fois, c'est la méthode qui est intéressante. Ça a fonctionné 13 fois, ça a échoué 11 fois. Donc ça nous donne un ratio un ratio d'un hit rate, hein, le pourcentage de réussite, de 55%. Alors 55% vers 54% en fait. Hein. Alors ça suffit pour établir un système, hein, un setup, hein, mais il faut faire très attention à votre ratio gain-risque parce que ça, on a raison 55% des cas, donc il faut vraiment que votre objectif et que votre stop loss soit raccord avec ce hit rate qui est assez faible, 55%. Si vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 1, ça fonctionne. Vous faites 100 fois le trade et le pari avec un ratio gain-risque de 1 pour 1 et vous allez vous enrichir doucement, mais vous allez vous enrichir. Mais il faut vraiment faire très attention. Moi, selon les statistiques que j'avais relevées dans ma formation intégrale, on était mieux que ça. Ok, mais là, bon, la règle du jeu, c'est de prendre les dernières occurrences. Et là, sur les dernières occurrences, c'est que 54%. Mais encore une fois, 54%, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'enrichir avec. Il faut simplement être très précautionneux au niveau du ratio gain-risque. À vous de backtester. Hein. Ce qui nous amène donc aux autres éléments purement techniques et au rang desquels, effectivement, les indicateurs. Et ces indicateurs nous montrent que tout est noir, il n'y a plus d'espoir. Le CCI bascule en survente, le stochastique en survente, MACD0 sous son signal, MACD qui croît son signal à la baisse. Ok, momentum négatif, RSI en dessous de 50, bref, c'est pas bon du tout. Et la hausse des volumes avec les baisses, c'est pas bon non plus parce que ça veut dire qu'il y a de la conviction derrière tout ça. On va terminer comme il se doit avec l'Ichimoku qui commence également à prendre une tournure que je n'aime pas trop puisque ça devient de plus en plus baissier. Regardez, vous avez le nuage qui recommence à adopter une pente baissière. Vous avez les cours qui sont sous la Tenkan qui descend et sous la Kijun. Le seul truc, c'est que la Kijun est un peu folle, elle monte. Ok, bah ça se calcule hein, au niveau mathématique. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, on a vraiment un ensemble d'éléments qui militent pour une continuation de la baisse et une tendance baissière. Hein. Il ne manquerait plus que la Kijun soit descendante et là, ce serait carton plein pour la tendance baissière. Je vous souhaite une excellente journée. Et encore merci pour vos messages. Je suis désolé si je réponds pas, mais j'ai à peu près 100 messages par jour à gérer. Je prends du retard chaque jour qui passe. Et forcément, hein, ça se répercute au niveau de mon délai de réponse. Hein. Allez, à demain pour la mise à jour.